ne pas faire de différence filles, garçons, par rapport notamment au métier. C'est après la création du podcast Les Inspiratrices en 2001. Et en fait, tout au long de sa vie, il était lui-même très engagé. Et il est resté très connecté avec son village. Ça va, Leïla? Ça va très bien, Dan, merci. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir là. On vient d'avoir une super discussion là, juste avant le podcast. On a pas mal de questions qu'on va reprendre et qui sont passionnantes. Tout ton engagement là aujourd'hui que je vois auprès des femmes au Maroc, tout ce que j'ai pu voir à travers les réseaux sociaux, je suis assez impressionné. Je ne l'ai pas dit encore, mais, mais voilà, j'ai vu un peu tout ce que tu faisais et ton implication dans différents domaines. Alors j'ai une première question pour toi. Quand tu entends Leïla Bazi, quelle est la première chose qui te vient en tête? Bonne question, tu commences fort, Dan. Je dirais engagement et authenticité. Ce sont ces deux mots, je pense, que j'incarne au quotidien, que ce soit dans ma vie perso, mais aussi dans ma vie pro. On se parle aujourd'hui, je serais la Leïla, quoi, la Leïla de tous les jours, sans filtre. Donc engagement et authenticité, je pense. Ce sont les deux mots que j'utiliserais pour qualifier Leïla Bazi. C'est top. Alors en plus, on est dans un podcast qui s'appelle WIP et qui a pour objectif d'aller découvrir les personnes qui se cachent derrière un peu tous ces projets qu'on voit online. Et donc à travers l'engagement et l'authenticité, de quelle manière tu les as vécues dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui vraiment viennent renforcer ces deux mots? Quelles sont les choses qui viennent les renforcer concrètement? Par rapport à l'engagement, tu as pu voir, Dan, depuis maintenant quelques années, très engagé sur les sujets de women empowerment, diversité, inclusion, égalité professionnelle. Ça part d'une histoire personnelle. Née en France, grandie en France, j'ai toujours été, quand j'étais en France, très investie auprès des femmes, des jeunes femmes en décrochage scolaire, des banlieues difficiles. Donc c'est un engagement qui a commencé très tôt. Et quand je suis arrivée au Maroc en 2006, où j'ai rejoint le Maroc pour une opportunité professionnelle, à ce moment-là, je ne pensais pas m'y installer, m'y établir définitivement. Et en fait, je me suis retrouvée face à une réalité que j'ignorais. Alors quand je suis arrivée en 2006, c'était principalement pour des raisons professionnelles. J'avais sincèrement pas le temps de regarder ce qui se passait autour de moi. Et quand je me suis moi-même mariée et eu mes enfants, j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines situations qui m'ont un peu perturbée. Je parlais avec toi juste avant de démarrer notre interview du fait que les femmes aujourd'hui n'ont pas la tutelle légale sur leurs enfants. Et tu sais qu'aujourd'hui, il y a la réforme de la Moudawana et on espère, les femmes, les hommes également, qui sont engagés pour cette cause, attendent beaucoup de ces discussions et de cette réforme. Donc aujourd'hui, en tant que femme marocaine, je ne suis pas en mesure d'ouvrir un compte épargne pour mes enfants. Ouais, c'est ce que tu me disais. Et aussi, par exemple, les allocations CNSS, aussi, c'est l'homme qui les touche, la femme n'a pas le droit de les toucher. Puisque l'homme est le tuteur légal, effectivement. Okay. Donc cet engagement s'est renforcé, ce réveil féministe. Et il faut utiliser les mots à juste titre. Quand on parle de féminisme, on parle d'égalité des droits. Ce n'est pas un combat femmes contre les hommes, c'est juste rétablir une situation qui n'est pas juste, en fait, qui n'est pas équitable. Donc cet engagement, mon engagement s'est renforcé en venant au Maroc, en découvrant une réalité que j'ignorais. Moi, je suis avocate de formation, nul n'est censé ignorer la loi, mais je ne me suis pas donné l'occasion vraiment de regarder, d'analyser jusqu'au jour où moi-même je me retrouve dans cette situation-là. Et voilà, donc cet engagement s'est poursuivi à travers différentes initiatives. Je suis également maman de 3 enfants, dont 2 filles de 13 et 10 ans. Et l'idée, c'est de me dire, j'ai fait le choix de rester au Maroc et comment, à ma petite échelle,
je peux essayer de faire avancer les choses par rapport à la cause féministe au Maroc, et notamment par rapport à tout ce qui est women empowerment dans le monde professionnel. Donc différentes initiatives, un réseau que j'ai créé en 2016, le réseau Linin. J'ai vu ça aussi, Linin Morocco. Exactement, Morocco Chapter, qui a pour vocation d'encourager les femmes à avoir plus de confiance pour pouvoir relever leurs défis dans le monde professionnel. Donc, le Linin Morocco Chapter, c'est un réseau qui est adossé au réseau international Linin, créé par Sheryl Sandberg à l'époque, la numéro 2 de Facebook, enfin ancienne. Ouais. Maintenant, Théma, qui a démissionné entre-temps. Et voilà, ça a démarré avec ce réseau qui a maintenant plusieurs années d'existence, des formations, des conférences de sensibilisation, des programmes mentoring avec des jeunes étudiantes, notamment issues de la Fondation Jadara. Bref. Avec Hamid. Exactement, okay. Tout à fait. Un monsieur exceptionnel. Ah, il est top, on lui passe le bonjour, il est génial, je l'adore. Un monsieur top, vraiment, qui fait des choses extraordinaires pour ces jeunes étudiants. Et voilà, et donc l'engagement s'est poursuivi et s'est nourri à travers différentes initiatives, dont le Linin, après la création du podcast Les Inspiratrices en 2001, dont la réflexion est née pendant le confinement. Confinement, on se retrouve tous isolés dans nos maisons. J'avais pour habitude de rencontrer des gens, d'aller à la rencontre des femmes notamment, pour les sensibiliser, des conférences, etc. Et là, je me dis, c'est pas possible. Ok, faire des webinaires, c'est très bien, mais j'ai envie de poursuivre mon engagement sous un canal innovant et nouveau. Et là est née l'idée du podcast. Moi-même, consommatrice de beaucoup de podcasts, je me suis dit, bah tiens, l'idée du podcast est intéressante, ça va me permettre de continuer de nourrir mon engagement, de le diffuser au Maroc, mais aussi au-delà des frontières, notamment l'espace francophone. Donc, mon engagement, pour répondre à ta question, ma réponse était un peu longue. non, mais c'est parfait, en plus on a une bonne visibilité de Leïla, voilà, c'est vraiment cool. Voilà, c'est un engagement en fait que je nourris régulièrement à travers des initiatives nouvelles, mais qui nourrissent finalement une mission. Et cette mission s'est dessinée au fur et à mesure de mes initiatives et de mon histoire. C'est contribuer à un monde, à une société plus égalitaire en utilisant ma casquette de juriste, en utilisant mon histoire, mon vécu, pour faire changer les choses et pour impacter les femmes et prendre conscience de leurs ressources, de leur potentiel, pour continuer à avancer. Génial. Donc du coup, aujourd'hui, tu crées tes armes pour réussir à défendre cette cause-là, et au fur et à mesure que tu avances, tu as de nouveaux outils qui sont à ta disposition pour avancer dans ta cause. C'est ça. Et alors, quelle est la genèse un peu de tout ça? Est-ce que ça a été le fait d'arriver au Maroc et de voir la place de la femme dans la société marocaine? Est-ce que déjà en France, tu es arrivé en 2006, tu me disais tout à l'heure? Oui. Donc est-ce qu'avant 2006, déjà, tu avais cet engagement? Ou est-ce que cette cause, elle a commencé à arriver quand tu es arrivé au Maroc? Alors cette cause a commencé déjà en France, puisque j'étais engagée dans certaines associations qui œuvraient au profit des femmes, comme je l'ai dit, des jeunes filles en décrochage scolaire, issues d'environnements très modestes, en difficulté. Donc cet engagement, il a commencé à ce moment-là. Et puis à travers aussi mon histoire et l'éducation que j'ai pu recevoir, les valeurs que j'ai pu recevoir de mes parents, et notamment à travers mon père, je l'ai toujours vu en fait. Donc mon père est originaire d'un petit bled de la région de Taroudent, au milieu de l'Atlas, un village magnifique. Et il a quitté très tôt sa famille, sa petite campagne pour rêver de nouveaux horizons en venant s'installer en France. Et en fait, tout au long de sa vie, il était lui-même très engagé. Il est resté très connecté avec son village pour aider les personnes de son entourage, famille, mais aussi les villageois, en donnant, en faisant les rentrées d'école des enfants, en envoyant des cartables, les fournitures. De France, il était en France et il faisait tout ça pour le Maroc. Des ordinateurs, dès qu'il pouvait récupérer des trucs, à recycler, à retaper, il envoyait chez lui. Donc, c'est des choses que j'ai vues, dans lesquelles on a grandi avec ma sœur et mon frère aussi. Donc, ce don de soi, cette générosité en fait pour les autres, c'est une valeur avec laquelle on a grandi.
Et donc, on a vu notre père, Lalhamo, il est décédé depuis, mais c'est une valeur qui nous a transmise et avec laquelle on a grandi. Et donc, à travers les différentes initiatives que je porte et que je mène, il y a un don de soi également. Et je pars du principe que c'est une responsabilité citoyenne et sociale. On vit dans un monde qui est altruiste. Alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'avoir reçu une éducation, d'être allé dans de bonnes écoles, d'avoir un beau parcours, etc. Tout ça, on ne me l'a pas donné. Mes parents sont issus d'environnements modestes, ils ont quitté le Maroc pour venir s'installer en France. Tout ça, ça s'est construit avec les années, avec le travail, avec les valeurs. Et les valeurs, pour moi, et je reviens sur l'authenticité, les valeurs, pour moi, c'est un socle, c'est une base. Et c'est ce qui me drive au quotidien, au sein de ma vie perso, au sein de ma vie pro. Et donc, du coup, ce don de soi et cette générosité, c'est vraiment une valeur que j'incarne à travers mes différentes initiatives et qui font aussi que les gens arrivent à sentir cette authenticité. Et c'est quelque chose... C'est hyper important, ça, ce que tu viens de dire. Enfin, moi, comment je le ressens aussi derrière, c'est ce que je disais d'ailleurs à mon équipe avant de te recevoir. Je disais, je sens qu'il y a une personne qui arrive là qui n'est pas dans un objectif business, mais qui est dans un objectif engagement, valeur. Ouais. C'est quelque chose par lequel je suis impressionné parce que je me dis, qu'est-ce qui fait naître en quelqu'un cette puissance, cette motivation pour aller défendre une cause. Et il y a forcément quelque chose qui se passe à l'intérieur, il y a quelque chose qui a été provoqué et qui a fait que Leïla, elle est là et aujourd'hui elle défend cette cause-là. C'est quoi cette étincelle qui allume cette flamme? C'est ça qui est... C'est pas évident, j'aimerais comprendre parce que c'est assez impressionnant. Alors là, tu mets le doigt sur... je t'ai parlé un peu de mon histoire, mais il y a un événement effectivement qui a déclenché ça. Et je reviens à mon père, c'est le décès de mon père, en 2015. Quand je suis arrivée au Maroc en 2006, je ne pensais pas que j'allais parler de ces sujets un peu plus perso, mais on est dans l'authenticité. Et c'est ce qui me caractérise. En 2006, j'arrive au Maroc, opportunité professionnelle. J'ai provoqué les choses, je me suis dit, tiens, c'est sympa, on va aller voir ce qui se passe au Maroc. Les grosses firmes internationales, cabinets d'avocats, s'installer à Casa. Puis c'est le bon moment d'être là et d'avoir une expérience à l'étranger. Normalement, j'avais prévu dans mes plans 2 ans max et de rentrer en France. Tu étais mariée à l'époque ou... J'étais pas mariée à l'époque. Alors j'y viens. Okay. 2007, donc je suis toujours au Maroc. Et là, j'apprends la maladie de mon père. On apprend qu'il a un cancer. Et là, je me dis, c'est bon. Et là, c'est fini. Tu rentres chez toi, tu vas aux côtés de ton père, pour être présent pour être à côté de lui tout au long de la maladie, etc. Et à ce moment-là, en fait, j'étais approchée par Renault pour les rejoindre, pour créer la direction juridique du groupe Renault au Maroc. Une belle opportunité. À cette époque, j'avais peut-être 27 ans. Une opportunité que je n'aurais jamais pu avoir en France, clairement. Après 4 années d'expérience professionnelle, c'est le genre de poste qu'on offre à des personnes avec les cheveux grisonnants, comme je peux commencer à les avoir, à la 45, pas moins. Et là, mon père, à cette époque, Lalhamo, me disait, mais Leïla, sachant qu'au début, mes parents ne m'ont pas encouragée à venir au Maroc, puisqu'eux-mêmes ont quitté le Maroc, ils m'ont dit, mais Leïla, mais qu'est-ce que tu vas aller faire au Maroc? Regarde-toi, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont fait confiance et puis ils ont vu finalement que ça se passait bien. Et quand j'ai eu cette offre pour Renault, et donc c'est arrivé concomitamment avec l'annonce de la maladie de mon père m'a dit, écoute Leïla, t'inquiète pas, tout va bien se passer, saisis cette opportunité, tout se passera bien, tu feras des allers-retours, je ferai des allers-retours entre 2 chimios, etc. Et donc j'ai eu en quelque sorte sa bénédiction. Pour rester au Maroc. Et donc, quand on a la bénédiction de ses parents, du coup, voilà. Potentiel décuplé. Tout à fait. Et donc, pendant toutes ces années, alors mon père est décédé en 2015, j'ai vécu au rythme des chimios, de la maladie de mon père, et je n'ai rien vu passer de ces 7-8 années, de bons moments, des moments vraiment exceptionnels de bonheur, où mon père aussi a pu découvrir le Maroc, redécouvrir le Maroc d'un autre œil, en étant moi sur place, faciliter la logistique, etc. Bref, et puis il a vécu plein de moments super. Alors tout ça pourquoi? En 2015, il décède
Et ça a été quelqu'un de toujours très engagé au travail. Je pense que mon père n'a jamais posé un arrêt maladie de ses 30 ans de carrière. Et le pauvre, il attendait qu'une seule chose, c'était d'avoir sa retraite pour finir la fin de ses jours dans son bled, sa maison, petit bled, village, dans les montagnes de l'Atlas, etc. Et donc il décède en 2015. Et là, je me dis, ok, le travail, c'est bien. C'est bien. Le travail, je m'éclate, ça se passe bien. Mais qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi demain, quand tu ne seras plus sur cette terre? Et en fait, le jour des funérailles de mon père, et ça a été vraiment très fort, et je pense que ça a été un déclic, vraiment. Alors deuil d'un parent, c'est hyper difficile. J'allais m'enterrer avec lui, c'est pouvoir vivre le deuil d'un de ses parents, c'est horrible. Mais en fait, tout ce que j'ai pu entendre sur mon père, je savais que mon père était quelqu'un de profondément de bon et de généreux, mais entendre ça de personnes que je ne connaissais pas, ça m'a dit waouh, mon père il est parti, mais voilà, il y a plein de choses qui... Tu mets des frissons là. Et j'en ai encore, tu vois, des frissons. Wow. Quand je te parlais tout à l'heure du don de soi, la générosité, en fait, toute sa vie il a fait ça. Et parfois il le faisait en cachette. Et là, tu l'as appris à travers les personnes qui étaient présentes. Oui, exactement. Parce que voilà, ma mère va me dire, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tu as donné? Donc, ah ouais, mon père, il a fait ça. Et en fait, ça a été, tu sais, quand on vit un deuil, il y a différentes étapes, il y a 5 phases dans un deuil. Et là, l'ultime phase, c'est le cadeau caché. Et en fait, le cadeau caché à travers le deuil de mon père, c'était en fait, je pense inconsciemment, la redécouverte de Leïla. Mais Leïla, profondément, tu vois, Leïla au fond de ses tripes, parce que finalement, au quotidien, on est rattrapé par le poids des obligations professionnelles, familiales, les enfants, le boulot. Je suis l'aîné d'une famille aussi, donc responsabilité d'aîné, la maladie de mon père. Et en fait, pendant toutes ces années, même si c'était des années très riches, je me suis, je pense, oubliée, égarée, parce que j'avais des choses à exécuter. J'étais en mode robot, pilote automatique, et je n'avais pas le temps de me poser la question sur Leïla, qui tu es, Leïla, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Et le décès de mon père a été véritablement un déclencheur, voire un accélérateur vers cette Leïla engagée et Leïla authentique qui porte au fond d'elle des causes qui l'animent et qui font que Leïla a cette puissance et cette volonté de faire bouger les choses. Donc, Et tu as pris le temps, après le décès de ton père, du coup, de réfléchir à tout ça, parce que j'imagine que ça peut être provoqué chez d'autres personnes aussi, mais qui se disaient, ça y est, c'est passé, maintenant je retourne dans mon mode pilote automatique. Comment tu prends le temps à ce moment-là? Tu te dis, c'est vraiment important pour moi, je prends le temps. Je pense que le travail s'est fait de manière inconsciente, en fait. Et il y a un travail d'introspection aussi qui s'est initié, je pense, inconsciemment, où, en fait, ça s'est fait très rapidement, parce que je pense que c'était des choses qui étaient déjà là, qui étaient déjà en moi, en fait, qui n'attendaient qu'à sortir. Okay. Et le décès de mon père a été véritablement l'accélérateur pour sortir les choses, parce que très rapidement, mon père est décédé en novembre 2015, janvier ou février 2016, je crée le Lénine Morocco Chapter. Ah, ça enchaîne direct derrière, ok. Exactement. Et tu avais déjà des contacts avec Lénine à la base ou Alors oui, avec une amie qui était la fondatrice du Lénine France, que je voulais rejoindre et qui elle-même m'a encouragée, Insaf El-Hassini, en me disant, mais Lila, mais crée Lénine Maroc en fait. Insaf, je crois qu'elle a fait un podcast avec toi, non? Exactement, sur la négociation de salaire. Exact. Tout à fait, Insaf El-Hassini, qui est aussi très engagé en France et qui fait des choses extraordinaires. Et du coup, très rapidement, les choses se sont mises en place, parce que je pense que c'est des choses qui étaient déjà là, qui étaient prêtes en fait à sortir. Mais c'était juste pas le bon moment. Le cadeau caché. Le cadeau caché. De femme, ok. Tout à fait. Waouh, c'est une sacrée étincelle qui est. C'est une explosion en fait. C'est même pas une étincelle, c'est une explosion. Ça a allumé un sacré feu derrière. Ouais, c'est assez impressionnant, parce que quand on regarde un peu tout ce qu'il y a eu comme enchaînement d'événements, j'ai vu un peu aussi ta carrière, donc travailler dans des chambres de commerce, tu as été dans des cabinets d'avocats, tu as bossé chez Renault.
puis GSK, Ouais. tu as des side projects, Ouais. donc Lean In avec aussi les inspiratrices qui est devenu Shape Your Career dans ton podcast. Tout à fait. Tout ça, ça s'est passé de quelle manière en fait? Est-ce que ça a été quelque chose qui était où tu te dis c'est bon, j'ai un objectif, j'y vais petit à petit, je vais prendre cette pierre, puis cette pierre, puis cette pierre et je vais avancer? Ou il y a eu des choses qui se sont passées un peu comme le décès de ton papa qui a été hyper catalyseur dans ce qui s'est passé par la suite. Comment ça se passe? Comment tu avances dans ta vie? Est-ce que on en a parlé un petit peu juste avant, mais voilà, j'aimerais bien creuser ce côté-là aussi. Ouais. Par rapport à là où tu veux aller, comment tu y vas, est-ce que c'est calculé, est-ce que c'est... C'est une bonne question, parce que sincèrement, rien au départ était calculé. Ok. C'est-à-dire que quand je lance le Lean In, je le lance après la lecture du livre de Sheryl Sandberg, Lean In, en avant toute. Et c'était mon livre de chevet juste après le décès de mon père. Et ce livre, en fait, a été pour moi une révélation aussi, puisqu'à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions sur mon évolution professionnelle, mes objectifs, comment je voulais évoluer, etc. Et ce livre m'a beaucoup aidée. Et je me suis dit, si ce livre m'a beaucoup aidée, j'aimerais en faire profiter d'autres femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est là au Maroc, c'est que à peine 19% des femmes travaillent dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est les chiffres officiels. Je ne parle pas des femmes qui travaillent dans les secteurs de l'informel et qui ne sont pas Et pour les hommes, on est à quel enregistrées. pourcentage? Je ne sais pas si on a une comparaison. 19% les femmes, c'est une bonne question. Les hommes, mais en tout cas, les femmes sont c'est quand même... faiblement représentées dans la sphère professionnelle. 19%, et c'est un chiffre qui est en régression depuis ces 10 dernières années. Donc là, quand on parle de 19%, c'est des femmes déclarées dans des grandes entreprises, c'est ça? Exactement. Voilà, déclarées, qui sont enregistrées officiellement. Ok. Et à peine 19%, sans parler de la faible représentativité des femmes dans les conseils d'administration, les femmes chefs d'entreprise, etc. Alors que beaucoup de femmes ont des potentiels énormes et qu'elles ont tendance à se brider ou à revoir à la baisse leurs ambitions pour différentes raisons. Et donc, pour revenir à ce livre, je me suis dit, si ce livre m'a aidé, il peut aider aussi d'autres femmes. En créant le Lean In Morocco Chapter pour encourager les femmes déjà à se rencontrer entre elles, pour partager leurs problématiques. Et en fait, plus les femmes échangent, plus elles se rendent compte finalement qu'elles partagent les mêmes problématiques et les mêmes challenges. Sauf qu'elles sont un peu plus réservées pour parler de leurs difficultés, etc. Mais quand on leur offre un espace d'échange bienveillant dans lequel elles peuvent partager sans tabou, sans complexe leurs difficultés, du coup, ça crée une entraide, les femmes vont s'entraider, vont développer une solidarité, vont s'encourager à aller de l'avant et à dépasser leur challenge. Donc c'est comme ça qu'est né le Lean In Morocco, encore une fois, dans une volonté de partage et de transmettre. Donc là, l'objectif de Lean In, c'est vraiment de créer un espace pour les femmes pour qu'elles puissent venir s'exprimer par rapport à leurs problématiques du quotidien. Exactement. Professionnel principalement. Tout à fait. On reste dans le et monde c'est ouvert, il y a professionnel. les femmes qui souhaitent y accéder peuvent y accéder. Fait. C'est un réseau qui est ouvert. J'ai volontairement voulu que ce réseau soit ouvert à toutes les femmes de tout environnement. Ce n'est pas un réseau qui se veut élitiste, c'est-à-dire que demain, une personne qui veut rejoindre le Lean In parce qu'elle a envie d'aller à la rencontre de femmes, d'apprendre d'autres femmes, d'être outillée, etc., elle est la bienvenue. Donc ça, c'est le Lean In, et aujourd'hui, on a un réseau de plus de 500 personnes, hommes et femmes. Les hommes aussi font partie de l'équation du succès dans le développement des femmes. Et j'évoquais tout à l'heure, c'est une cause commune, c'est hommes et femmes main dans la main, c'est pas les femmes contre les hommes. Et ce sont aussi les valeurs que je porte et que j'insuffle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin des hommes pour avancer. On ne peut pas avancer sans les hommes. Et vice-versa. Clairement. Donc, c'est aussi associer, impliquer les hommes dans cette cause, puisque c'est avec eux. Ça passe par un changement de mentalité aussi, j'imagine, parce que si l'homme n'est pas prêt à ouvrir la porte à la femme, derrière, ça, vous vous retrouvez face à des barrières qui sont juste énormes. Exactement. Et ça fait partie aussi de la sensibilisation que l'on fait à travers le Lean In. C'est sensibiliser les femmes sur l'importance du rôle des hommes dans cette cause-là, mais aussi sensibiliser les hommes
justement, comme tu viens de le dire, dans ce changement des mentalités. Mais comment on fait justement? Parce que la mentalité, c'est quelque chose c'est un héritage, comme tu disais tout à l'heure aussi. Et quand c'est un héritage, c'est une normalité dans la société. Et aller contre une normalité ou contre des croyances archaïques qui sont déjà présentes depuis X temps, la lutte, elle doit être impressionnante à ce moment-là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est une lutte ou si c'est de la négociation, je ne sais pas comment ça se passe, mais quels outils vous avez? Enfin, il y a le lean-in, j'imagine, mais pour faire changer la mentalité des hommes, avant même de faire changer la mentalité des femmes. Oui, bah écoute, c'est un long chemin, ça prendra énormément de temps, mais ça commence par nous, ça commence chez nous, à la maison. C'est l'éducation de nos enfants. Ne pas faire de différence filles, garçons par rapport notamment aux métiers. Certains métiers vont être perçus plus masculins que féminins. Pouvoir encourager nos enfants, nos filles notamment, à rêver. Si mes filles demain veulent être pilotes d'avion, astronautes, bref, c'est déjà à la maison ouvrir ce champ des possibles. Okay. Et montrer à nos enfants que filles, garçons, vous avez les mêmes compétences et le même potentiel. Et vous pouvez y arriver, avec la volonté du travail, etc. Les hommes ont un rôle clé à jouer aussi à la maison pour soutenir l'évolution de carrière des femmes. Un homme qui ne soutient pas les ambitions de sa femme, on va voir beaucoup de femmes décrocher. Après le premier bébé, après le deuxième, ou revoir ses ambitions à la baisse parce que son métier nécessite beaucoup de déplacements à l'étranger, et que le mari n'est pas en mesure, pour différentes raisons, de gérer à la maison. C'est un équilibre, en fait, qu'il est important de trouver, et les hommes ont un rôle clé, notamment dans l'évolution de carrière des femmes, pour soutenir ces carrières. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être mariée à une personne qui me soutient et qui soutient toutes ces initiatives. Bon, même lui, ça aurait été compliqué un en plus. hyperactif. Ça veut dire rajouter en plus cette complication dans... C'est ça, exactement. Ça rajoute davantage de challenge. Mais si mon mari ne me soutenait pas, clairement, je ne peux pas faire tout ce que je peux faire, sans parler du travail, les obligations du boulot, les déplacements, etc. Donc ce changement des mentalités, il commence déjà à la maison. Et pour ces hommes, en fait, et notamment les pères de famille qui ont des filles, etc., voir toutes ces discriminations dans le monde professionnel... ça devrait plus nous inquiéter qu'autre chose, en fait. C'est ça. Clairement. Demain, votre femme est victime de discrimination salariale, rencontre des situations d'harcèlement au travail, ou voilà, une très compétente mais qui n'est pas valorisée à sa juste valeur, etc. Qu'est-ce qu'on a envie, en fait, pour nos enfants? De quoi on a envie pour nos enfants? Et je pense que c'est à partir de là que ce changement des mentalités pourra opérer. C'est une prise de conscience individuelle et après collective. Comment agir collectivement pour faire en sorte que ces changements de mentalité se fassent, quoi. Donc toi, tu agis à ton niveau aussi à travers tes initiatives. Et pour revenir à la question qui était aussi par rapport à ton parcours que tu as depuis que tu es arrivé au Maroc, donc est-ce que c'est donc tu prends les opportunités comme elles arrivent? Alors, ça se passe comment à ce niveau-là? Alors, je reviens sur... Il nous reste 3-4 minutes avant la première pause. Ça marche. Donc, je te disais, rien de structuré. En fait, du moins au début, le Lean-in Morocco, un don de soi, un partage, les inspiratrices, confinement arrive et envie de continuer de faire les choses, mais du coup, faire des choses différemment. Et là, le podcast arrive. Donc finalement, le podcast s'inscrit dans la logique et la continuité des initiatives que je portais déjà et qui est là aussi pour nourrir une mission dont je parlais tout à l'heure, c'est contribuer à une société plus égalitaire. Donc le podcast que j'ai plugué qui vient nourrir cette mission, les inspiratrices, Shape Your Career. Bon, les inspiratrices, avant Shape Your Career, c'est 2 saisons. J'ai l'habitude d'entendre Shape Your Career à la radio, là. Ça fait plaisir de l'entendre en face, c'est vraiment cool. Shape Your Career. Donc les inspiratrices, 2 saisons, une 30aine d'épisodes, une pause qui s'est imposée naturellement avec l'arrivée de mon 3e, l'année dernière, qui a maintenant 1 an. Et c'est une pause qui s'est imposée naturellement et qui m'a aussi obligée de repenser
à la manière de poursuivre mes initiatives, de me recentrer aussi sur voilà, ce qui fait davantage sens pour moi. Et donc le rebranding de Shape Your Career est également une évolution logique. En fait, pour résumer tous ces changements sont connectés. Et je pense qu'ils reflètent l'évolution aussi de Leïla, la maturité de Leïla, on gagne toujours en maturité, et comment j'ai envie d'impacter. Leïla, on s'est dit beaucoup de choses pendant la pause. Oui. Ouais, c'était hyper passionnant. Je ne pensais pas que j'allais t'en dire autant. Bravo. Non, c'est vraiment passionnant, c'est super cool. Dommage, chers auditeurs, vous ne serez pas au courant de ce qu'on vient de se dire, mais c'était super intéressant. On va continuer d'avancer, comme ça on peut dérouler le petit programme qui est devant nous, même si on a un peu divergé à certains moments, mais c'est super cool. C'est passionnant. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi je fais des podcasts. C'est exactement pour ça, parce que voilà, j'apprends énormément de choses et ça me permet, à travers l'écoute de la personne qui est en face de moi, de progresser énormément. Excellent. Énormément. C'est réciproque. Ouais, c'est vraiment cool. Leïla, on va passer à une dimension un peu plus ludique, un peu plus... Voilà. Ça te va? Parfait. Ouais, je sais que tu as l'habitude en plus, les podcasts et tout, donc c'est cool. On va commencer avec une première étape qui s'appelle le tuto Leïla Bazi. Okay? Donc tu vas, voilà, en gros, concrètement, je sais que tu as déjà par le passé créé un projet solidaire. Ouais. Tu as lancé une école dans le sud du Maroc, en hommage à ton père, notamment, surtout qui porte le nom de ton père. Je t'ai bien renseigné, Dan. Écoute, je fais mes petites recherches. Bravo. Alors, moi, je suis un citoyen lambda et je vais sur Google et je tape comment créer un projet solidaire et je tombe sur le tuto de Leïla Bazi qui me dit voici les étapes, Dan, pour créer ton projet solidaire. Ouais. Voilà, si tu peux nous éclaircir là-dessus, quelles ont été les différentes étapes que tu as menées pour réussir à aboutir à ton projet? Alors, ça a été un projet passionnant, mais aussi éprouvant. Ok, on va tout savoir. En fait, ce projet, il est né d'une discussion avec une jeune femme brillante, qui à l'époque travaillait, qui s'appelle Housni. Coucou Housni. J'ai hésité, mais coucou. Qui travaillait à l'époque pour la fondation Zagoura, qui œuvre pour le préscolaire au Maroc et notamment dans les zones rurales. Et je lui avais parlé un petit peu de mon histoire, voilà, le village natal de mon père, etc. Ce don de soi de mon père et potentiellement essayer d'imaginer un projet pour lui rendre hommage. Et là, elle me parle de la fondation, ce qu'elle fait, etc. Elle me dit, mais Leïla, voilà ce qu'on fait. On a des campagnes Preschool Hero. Et en fait, à travers ces campagnes, tu te portes ambassadeur, ambassadrice de ta campagne pour la création d'une école préscolaire dans un lieu où le préscolaire n'est pas couvert. Et c'est une collecte que tu dois faire qui représente un montant total de 300 000 dirhams. Et ces 300 000 dirhams serviront à la création de l'école dans le village identifié. C'est un budget qui servira à financer 2 ans de formation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans. Financement, formation, structure, institutrice, etc. Et là, j'ai bingo. On est en quelle année à ce moment-là? On est en quelle année? Je pense qu'on est en 2019. Ok. En 2019. Avant 2019, Covid. Avant Covid. Ok. Oui, c'est ça. Et là, je lui dis, ok, je fonce. Et elle m'a encouragée. Seulement, je ne pensais pas que collecter de l'argent était compliqué. Donc j'ai lancé la collecte, j'ai mobilisé la famille. D'ailleurs, la vidéo que j'avais faite, c'était avec Sarah à l'époque, mon aînée. Voilà, elle a été aussi affectée par le deuil de son grand-père, etc. Et elle voyait ça aussi, le don de son grand-père au profit de son village. Et là, on s'est dit, on y va et tout. Donc, mobiliser le réseau, la famille, les amis, et puis les personnes de différents réseaux, des personnes que je ne connaissais pas, notamment à travers LinkedIn, etc. Et ça a pris quand même 2 ans
2 ans et demi, je pense, pour collecter les fonds. J'ai vu plein de messages d'appels aux collègues de fonds. Bah voilà, ça a pris du temps. Et tu as collecté à travers les réseaux sociaux ou tu as eu d'autres moyens quand même? Alors, réseaux sociaux, amis, famille. Il y a eu de belles surprises aussi, des personnes que je ne connaissais pas qui ont donné parce qu'elles ont vu l'engagement en fait que je partageais à travers LinkedIn. Et encore une fois, je reviens sur l'authenticité, etc. Et les gens le sentent vraiment. Et je me souviens, c'était lors d'un voyage, retour d'un voyage, la Fondation Zagora, que je salue aussi et qui fait un travail phénoménal. À l'époque, une jeune femme m'accompagnait et me suivait par rapport à la collecte. Elle m'appelle, elle me dit « Leïla, il y a un partenaire qui veut s'associer à ta collecte et qui est prêt à te donner, je ne sais plus combien, je pense que c'était un tiers du montant. » Elle me dit, il faut que tu viennes signer. Coucou Nadia. Il faut que tu viennes signer et tout. Et là, ça a été l'accélérateur en fait. Et c'est arrivé comme ça, si tu t'es réveillé un matin, c'est arrivé ou c'est quelque chose qui tu as senti qui était en préparation quand même? Qui était en préparation aussi, clairement. Mais après, les choses se sont accélérées à partir du moment où j'ai eu ce partenariat. Et après, Nia, je reviens, je pense qu'on peut, je ne sais pas si on peut voir ton l'appeler comme ça. Là. J'arrive. La Finaïa. Leïla. Écoute, désolé, on a été coupé. On dit ce qui s'est passé ou pas? Bien sûr, on peut raconter. On a été coupé, donc on a Mustapha qui est gardien dans la rue qui rentre en mode Dan Rediluk Tonobile. Donc voilà, je sors en courant parce que j'ai une dépanneuse devant. La garage, la voiture de Dan a failli. On n'est pas exemple sur moi, voilà. Je suis garé sur le trottoir, mais voilà, c'est. Et j'avais prévenu Leïla, en plus on avait discuté avant le podcast, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir de l'ambiance, des gens qui rentrent dans le magasin. Et effectivement, ça m'a pas loupé. On a eu encore mieux là. Voilà. Ça a mis de l'ambiance, davantage d'ambiance. Grave. Donc voilà, on reprend avec plus de calme. Leïla, on est en train de discuter de l'école du coup. Oui. On va essayer, ouais. Ça a mis du piment dans l'air, c'est cool. Donc on était au niveau de ta levée de fonds que tu avais faite pour l'école, pour réussir, du coup, accompagner, c'était 2 ans de financement pour les étudiants, pour les jeunes élèves, c'est ça? De 3 à 5 ans. De 3 à 5 ans. Donc, comme je te disais, une campagne qui a pris du temps, mais qui s'est finalement concrétisée avec l'aide de tous les contributeurs et toutes les contributrices. De belles surprises, vraiment. Et je ne te cache pas qu'à un moment donné, je me suis dit, mais non, ça ne va pas le faire, je vais m'arrêter, Parce que, 300 000 dirhams, c'est une belle somme, quoi. Même si toi, tu cotises perso avec ta famille, etc., il y a encore du chemin à faire. Et vraiment de belles surprises. Et voilà, et voir ce projet se concrétiser le jour de l'inauguration, voir tous ces enfants, voilà, 60aine d'enfants, et majoritairement des filles, en plus. Ouais, j'ai vu 70% de femmes, de jeunes filles, c'est génial. Tout à fait, qui sont scolarisées dans cette école. Voilà, beaucoup d'émotions, de joie, de fierté. Voilà, et c'est... Donc en termes d'étapes, tu as eu d'abord, donc on va dire l'idée, c'est une opportunité que tu as eue, c'est l'idée que tu as eue et qu'après du coup tu as trouvé la fondation qui t'a accompagné. Exactement, tout à fait. L'idée était là... Tu as fait des recherches? Non, vraiment pas. En fait, l'idée était là. Cet échange avec mon ami Housni qui m'a... Et là, je me suis dit, voilà, c'est comme ça en fait que je vais procéder. Voilà, et ensuite après, la mise en l'argent. œuvre, le lancement de la campagne, la collecte d'argent, et ensuite c'est la fondation Zagora en fait qui fait le plus gros du travail finalement. Moi, j'ai uniquement collecté l'argent, mais au final, la Fondation Zagora se charge de l'organisation, se charge de la mise en place de la structure, se charge de recruter les jeunes éducatrices, etc. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est du financement et une personne pour porter le projet. Tout à fait. Et derrière, eux, ils ont leur process qui sont en place. Voilà, c'est rodé, ils savent comment faire, etc. Et ils continuent aujourd'hui ce type de projet? Bien sûr, ils continuent. On a réussi à assurer une année, 2 ans supplémentaires avec un partenaire pour assurer une pérennité. Parce que du coup, tu as les 2 premières années. Les 2 premières années, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Donc, il faut trouver des solutions de backup pour maintenir l'école en place, trouver d'autres financements. Et là, on a un partenaire qui nous soutient sur les 2 prochaines années.
Mais ouais, la fondation, c'est son activité en fait, c'est ce pourquoi elle existe aujourd'hui, c'est sa raison d'être. Et si en fait il n'y avait pas toute cette organisation et cette structure, je pense que j'aurais pas pu. En fait, le cadre qui est posé par la fondation permet vraiment de rendre ça possible derrière. Tout à fait. Et même trouver les profs, aménager l'endroit. C'est pour ça que j'ai été séduite par ce concept, en fait. C'est génial, parce que c'est du financement clé en main, en fait. Tu trouves l'argent et après, tu as un projet qui est clé en main. Et après, c'est la fondation qui fait le boulot. Donc, ouais, c'est clairement une initiative à encourager plutôt que de tout faire de zéro à chaque Bien fois. Sûr. Ça pourrait permettre d'accélérer ce type d'initiative. Tout à fait. Bon, après, pour les gens qui ont le temps, ce sont des initiatives qui sont nobles aussi. Participer à un projet from scratch et vraiment faire les différentes étapes. Mais c'est du boulot, Top. Et bravo à la Fondation pour leur travail. Franchement, chapeau, chapeau. Alors après, le challenge de réussir à financer derrière aussi, c'est un beau challenge, c'est magnifique. Exactement. Alors, des petites questions dans la peau de Leila Bazi pour comprendre un peu, voilà. J'ai peur de tes questions, Dan. T'inquiète, c'est soft. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Tu as ton podcast, tu me dis 1 fois par semaine, donc c'est un rythme intense. Tu as ton boulot chez GSK, tu as tes implications avec tes masterclass, il y a pas mal de choses. La journée type, est-ce que tu as une journée type Leila Bazi? Franchement, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a une journée type. Bon, il y a mes journées de travail qui sont rythmées, forcément, par des réunions, par du travail de fond. J'ai pas de journée type, en fait. Enfin, j'ai ma journée type travail. Après... sans parler des urgences, etc., qui viennent au fur et à mesure. Et après, j'ai tout le travail associé à ces activités extra-pro. Et là, sincèrement, il n'y a pas réellement de... C'est en fonction du temps que j'ai. Il n'y a pas réellement de structure en place. C'est vraiment en fonction du temps. J'essaie d'anticiper certaines choses. La production du podcast que je fais, généralement, je batch un maximum, c'est-à-dire que je suis partie sur un rythme hebdo. C'est la première fois que je le fais. Je ne suis pas en mesure d'enregistrer, d'écrire chaque semaine. Non. Donc ça veut dire que je vais essayer d'identifier des plages horaires, et généralement c'est les week-ends ou les soirs tard, où je vais me dire, voilà, je vais travailler sur 2-3 épisodes que je vais écrire et je vais... Par la suite, je délègue le montage, la production. Je ne suis pas en mesure de le faire et ce n'est pas mon boulot. Et c'est chronophage de toute façon. Et ensuite, j'envoie à la prod. Donc, pour la production du podcast, je suis organisée. Alors oui, il y a une organisation, tu vois. Et j'essaie de planifier de manière régulière l'écriture et l'enregistrement du podcast pour ne pas me retrouver à court d'épisodes. Donc, je sécurise. Et tu sens qu'il y a des moments où tu es en danger, tu dois absolument accélérer et dans ces moments-là, tu bosses encore plus clairement, là. Mais tiens, avec moi, ça fait plaisir. Je vais travailler ce week-end, exactement. Je passe un bon moment avec toi, ça va. À cause de moi, tu auras 2 heures en plus sur le week-end que tu vas devoir bosser. Pas de souci, ça reste un plaisir. Donc, je ne sens pas ce travail, ça reste un plaisir. C'est cool. Et comment tu manages du coup entre ton taf et tes side projects? Est-ce que tu arrives avec ton taf à te mettre d'accord avec eux aussi pour avoir ce temps pour toi? Non, franchement, mon taf, c'est mon taf. C'est-à-dire que mes horaires de travail, ce sont mes horaires de travail. Donc là, aujourd'hui, par exemple, tu fais comment pour t'organiser? Je gère, j'ai des réunions, je m'organise. On est dimanche matin, d'ailleurs, on n'est pas vendredi. Exactement, on est dimanche matin. Mais je m'organise. J'ai cette flexibilité aussi. Je m'organise. Donc, le travail, c'est le travail. Après, le reste du temps, je vais grignoter sur mon temps perso, en fait. Sur mon temps perso, mon temps de famille. J'essaie de préserver mon temps de famille aussi parce que c'est important. Et comme je te l'ai dit, ça va être des nocturnes. Je suis plutôt productive la nuit, le soir. Génial, quand il n'y a personne qui te parle. Voilà, un oiseau nocturne. Magnifique. Dans tes podcasts, tu évoques beaucoup la notion de croyance limitante. Ouais. Est-ce que tu en as décelé chez toi par le passé et comment tu les as dépassées? Déjà, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Est-ce qu'on peut déjà commencer par cadrer un peu la croyance limitante? Mais les croyances limitantes, ce sont ces barrières qu'on va se fixer, ces limites qu'on va se fixer et qui vont nous empêcher d'aller vers la réalisation de nos projets. Être en permanence en remise en question avec soi-même et remettre en question ses compétences, notamment. Je te parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Exact.
qui est un syndrome qui m'a embêté à plusieurs reprises et qui continue de m'embêter. Le syndrome de l'imposteur, en fait, fait partie de ces croyances limitantes, qui est ce sentiment d'être illégitime, ne pas être à sa place, ne pas être à la hauteur. Toutes les réalisations qu'une personne peut faire, cette personne va octroyer le crédit de ses réalisations à d'autres personnes ou au facteur chance. Ne pas être en mesure de s'approprier ces réalisations parce que, en fait, j'ai juste fait mon job. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? En fait, voilà, de ne pas se donner de crédit, en fait, de donner le crédit à un environnement extérieur. Exactement. Okay. Et donc, toutes ces croyances limitantes, en fait, viennent court-circuiter, parasiter tes ambitions, notamment professionnelles, et t'empêchent à aller de l'avant. Et oui, j'ai été moi-même victime de mes propres croyances limitantes, manque de confiance, manque d'estime. Je t'ai parlé de l'offre de Renault qu'on m'avait faite, un challenge, puisqu'il y avait toute une direction juridique à créer. Je partais d'une feuille blanche et j'avais à peine 27 ans. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir y arriver. Non. Je suis une arnaque, je n'y arriverai pas, on va démasquer mon manque de compétences. Voilà, c'est ce syndrome de l'imposteur qui parle, alors que la réalité est tout autre. Et que les autres croient en toi. Et si tu es à ta place aujourd'hui, c'est que tu as toutes les compétences et les atouts nécessaires pour y parvenir et réussir ces challenges. Donc oui, les croyances limitantes m'ont parfois limité dans mon évolution, dans mon ascension. Et comment j'ai travaillé sur ces croyances limitantes? En fait, après, c'est très personnel et c'est un travail vraiment personnel de tout à chacun. C'est qu'en avançant au fur et à mesure dans ma carrière professionnelle, j'ai pris conscience que j'avais fait déjà énormément de choses. Et le fait d'avoir fait toutes ces choses, ça permet de nourrir et de doper sa confiance et de se dire, oui, je peux le faire. Je suis en mesure de le faire. Si je l'ai fait avant et que j'ai réussi, je peux aussi relever de nouveaux challenges. Et en fait, je me suis moi-même fixé mes propres challenges, que ce soit perso ou pro. Voilà, pro, je vais viser ça et je vais me donner les moyens pour y parvenir. J'ai réussi, je l'ai fait, j'en suis fière et ça va me donner l'énergie et la motivation nécessaire pour aller au next step. Perso, je cours, alors je ne suis plus aussi régulière qu'avant, mais j'essaie de m'y remettre. J'ai commencé par courir 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à 1 heure, pouvoir faire des 10 km, des semi-marathons, un marathon. Et en fait, je me fixe des challenges pour me montrer à moi-même, pas aux autres, mais à moi-même. C'est un combat permanent avec moi-même, en fait, que je suis en mesure de le faire et que je vais me donner les moyens de le faire. Et quand j'y arrive, je suis contente, fière de moi, et ça me motive pour aller au next step. C'est magnifique, parce que ce que tu dis, ça résonne vachement, et tu te dis, donc je me pose ces challenges-là, j'avance. Quand j'arrive à accomplir ce challenge-là, c'est une fierté personnelle. Est-ce qu'il y a une petite voix parfois qui vient de te dire, mais peut-être aussi parce que tu as eu cette facilité, ou tu as eu accès à ça, ou tu arrives à te couper de tout ça et te dire, ça y est, c'est Leïla qui... c'est Leïla. Voilà. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire, c'est Leïla. Okay. Et de l'assumer. Et ça, c'est important. Et de l'assumer. Ce sont mes réalisations. Ce n'est pas les réalisations. C'est fort de parler, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais ça n'a pas été facile, Dan. Parce que généralement, et si tu fais attention, et surtout chez les femmes, on a tendance souvent à parler à la première personne du pluriel, nous, et pas le je. On se cache facilement derrière le « nous » parce qu'on n'a pas envie d'afficher le « je ». Tu me suis? Utiliser la première personne du singulier. Tu te déresponsabilises un peu quelque part aussi, en termes de réussite ou en termes d'échec. Et en même temps, tu dilues aussi ton impact. Et tu dilues ton impact aussi. Ouais. Nous avons fait le podcast, les inspiratrices. Oui, mais derrière le « nous », non, il y a une personne. Il y a une personne qui a bossé, clairement. Qui est là. Donc oui. Je suis fière, et aujourd'hui je suis en mesure de dire que je suis fière des réalisations que j'ai faites, chose qui n'était pas facile avant, parce que syndrome de l'imposture, parce que c'est toujours difficile, notamment chez les femmes, de s'approprier ses propres succès, de risque à être perçu comme quelqu'un de prétentieux, d'autant. En fait, c'est ça, c'est la limite entre la prétention et le côté et fierté. Qui peut peut-être pousser une personne à ne pas adopter la posture du jeu. Exactement. Et la posture de « je suis fier ». Tout à fait. Donc, elle est où cette limite-là? Et comment est-ce qu'on arrive à… En fait, c'est peut-être en nous-mêmes l'acceptant
le fait que c'est de la fierté et pas de... Tout à fait. Et il n'y a rien de péjoratif d'être fier. Okay. Il y a la fierté, il y a la modestie. Je suis quelqu'un de modeste. L'excès de modestie, parfois, peut affecter tes réalisations et ton impact. Parce qu'en étant très modeste ou parfois trop modeste, finalement, tu dilues ton impact et tes réalisations, alors qu'il n'y a pas de honte à dire « oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». C'est ton travail, en fait. C'est grâce à tes efforts, à la sueur de ton front que tu es arrivé aujourd'hui à ce niveau de responsabilité, de leadership, etc. Et tu as su composer avec les éléments que tu avais dans ton environnement. C'est-à-dire qu'on aurait pu te donner d'autres éléments, les mêmes éléments à une autre personne, cette autre personne aurait peut-être agi d'une manière différente. Mais toi, la manière dont tu as géré les éléments qui étaient autour de toi fait que c'est l'impact Leïla qui a réussi à créer cette harmonie entre toutes les différentes opportunités qui sont présentées à toi. Et c'est ça aussi. Et c'est pouvoir assumer ça. Et ça, il a fallu du temps. Et tu sais, ce côté authentique dont je te parlais, ça plaît ou ça plaît pas. Et je pense que parfois, ça dérange. Parce que quand une personne ne se met pas de filtre, en fait, elle n'a rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Elle est comme elle est. Et on n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Qu'on te dise c'est bien ou qu'on te dise c'est pas bien, peu importe. Toi, tu es égal à toi-même. Moi, je sais ce que je fais. Je le fais pour moi, je le fais pour une cause. Et on n'est pas obligé de plaire à tout le monde, tu vois. Et ça fait partie aussi des réflexions et de cette maturité également. C'est beau d'arriver à tout ça. C'est magnifique. Ça fait vraiment... c'est hyper inspirant. Merci. Vraiment. Et du coup, alors j'avais une question après, mais je crois que j'ai compris la réponse. Et tes secrets pour rester organisé quand on fait 1000 choses à la fois, c'est dormir à pas d'heure. Alors, en même temps, j'ai besoin de mes 7 heures de sommeil. Ok. Vraiment. Donc tu as cette obligation pour garder ton énergie. Ouais. Okay. Ouais. Et moi, après, quand j'ai des coups de bourre, j'ai pas le choix, mais il y a un équilibre aussi qui est important. Autrement, tu peux pas durer. Et j'ai besoin de recharger les batteries. Et comment recharger les batteries et maintenir cet équilibre? C'est le soutien à la maison, l'organisation à la maison, pour essayer de me libérer du temps. C'est du sport, où le sport pour moi est un exutoire, vraiment. Ça me fait beaucoup de bien. On essaye. Et pour rester organisé, du coup, c'est réussir à maintenir tes 7 heures de sommeil et faire ton sport. C'est ce qui te permet de rester structuré dans tes journées. Et c'est une discipline. Vraiment, c'est une discipline. Ce qui n'est pas évident tous les jours, sincèrement, surtout quand on a des enfants. Mais j'essaie d'être disciplinée. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dois sortir courir. Tu te dis, il faut que j'y aille. Hein. Après, c'est une question de choix. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves et que tu y vas? Je sais qu'après, je vais me sentir super bien. Et ça va me donner la patate pour faire 10 milliards de choses. Le résultat à l'arrivée, clairement. Alors, rallye des gazelles, saut en parapente en 2009, Toubkal. Ah ouais, t'es parti loin. Je suis parti loin. Voilà, c'est une belle transition vers le sport. Exact. Donc, d'où te vient cette appétence pour les sensations fortes, quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte de l'adrénaline, en fait. Et ça m'oblige à sortir de mes zones de confort aussi, pour m'obliger à trouver d'autres ressources. Rallye Aïcha des gazelles, c'était juste extraordinaire. 10 jours dans le désert, tu dors en plein milieu du désert, dans des tentes, t'as pas de douche, t'as rien. Et le nombre de fois... En fait, ce qu'il faut savoir, dans le Rallye Aïcha des gazelles, c'est qu'on se lève très tôt le matin, 4 heures du mat, on te donne ton plan, les différentes balises que tu dois toucher tout au long de la journée. Et l'objectif, c'est d'arriver au nouveau point bivouac. Très bien. Et plusieurs fois, avec ma coéquipière, coucou Virginie, on n'était pas en mesure de rejoindre le bivouac. Donc on dormait à la Belle Étoile. Ah, tu dors dans la voiture à ce moment-là? La voiture ou nos tentes. On avait notre donc équipement dans le camping dans le coffre. Okay. Et le nombre de fois, on a dormi à la Belle Étoile et on se réveille le matin très tôt, 3 heures. Et en fait, même dans le désert, tu n'es pas seul. Tu as toujours du monde en fait, qui gravite autour de toi. Et c'était de belles rencontres. Et surtout, la découverte de ressources inépuisables, quoi. C'était juste extraordinaire. Même quand tu sens que tu es au fond du seau, tu retrouves de l'énergie. Parce que tu as ta copilote avec toi, ta coéquipière avec toi. Finalement, tu n'es pas tout seul parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour t'aider à sortir de ton enlisement, une aventure extraordinaire. Vraiment, l'ascension du Toubkal aussi, c'est top. Et je pense que la clé aussi à travers ça, c'est
certes, tu insuffles une dynamique et par le fruit de ton travail, de tes efforts, etc., il y a le résultat, mais c'est aussi l'entourage, les personnes qui gravitent autour de toi et qui t'aident à t'élever et à continuer à être la meilleure version de toi-même. Et l'entourage aussi, il est clé. Donc tu te nourris là-dedans aussi pour avancer. C'est fondamental, fondamental, que ce soit à travers le réseau LinkedIn, ces rencontres avec des personnes, voilà. Ça me nourrit, c'est des apprentissages, j'ai besoin de ça en fait, ça me nourrit, ça me drive au quotidien. Donc de la nouveauté, des nouveaux challenges, tu poses des milestones à chaque fois, tu as besoin de ça. Je suis drivée par les challenges et c'est comme ça que je sors de mes zones de confort. Tu vois. Et c'est comme ça que tu crées tout ce que tu crées, tout ce que tu as créé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Moi, je pense qu'on a bien résumé. Ça a été un peu, ça a eu un effet thérapeutique cette conversation. Ça me permet aussi. Ça s'appelle WIP, c'est pour Work in Progress, donc on est. C'est génial. Ouais, c'est ça. Cool. Vraiment. C'est cool. Ok, alors on va terminer par un petit exercice rapide. Ouais. C'est les phrases à terminer. Ok. Le plus gratifiant quand on fait du mentoring, c'est la richesse en fait des échanges avec le menti. Ce que je dirais, c'est les yeux qui pétillent chez le menti et qui se dit mais waouh, en fait cette personne prend du temps pour moi. Donner, toujours dans donner. Ok. Les femmes qui m'ont le plus inspiré sont, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Ouais, ma mère déjà. Dans l'entourage familial, ma mère, ma tante. Il y a des féministes aussi, Simone Veil, beaucoup de femmes aussi, Aïcha Chinna, femme extraordinaire, Kamala Harris, Obama, Michelle Obama. Ce sont des femmes avec des histoires... Encore une fois, quand on parle d'histoires inspirantes, c'est vraiment les histoires aussi personnelles de ces femmes qui ont fait qu'elles ont mené... un chemin et qui les ont menées là où elles sont. Ouais, beaucoup de femmes m'ont inspirée. Ça fait des beaux noms là. Mes filles qui m'inspirent au quotidien aussi. Ouais, j'imagine. Et tu les inspireras à leur tour, déjà, si c'est déjà le cas aujourd'hui. Tu as un épisode où tu parles d'ikigai. Ouais. Et donc l'ikigai, en 2 mots, c'est ta mission de vie. Ta raison d'être, ce qui te fait kiffer. Mon ikigai, c'est... Mon ikigai, c'est, ma mission de vie, c'est vraiment contribuer à une société plus juste, plus égalitaire. C'est mon ikigai qui s'est dessiné et affiné tout au long de ces années et que je nourris tous les jours. Magnifique. C'est une belle phrase pour terminer, Leïla. C'était passionnant. Merci beaucoup, Dan. Et vraiment, merci à toi. Et j'aimerais savoir aussi quelle femme tu aimerais bien voir assise à ta place à l'avenir aussi. Waouh! On peut prendre le temps d'y réfléchir, on peut rester en contact. Et il y en a beaucoup. Ouais, j'aimerais bien avoir une bonne liste parce que c'est important pour nous aussi d'assurer un équilibre entre les intervenants hommes et femmes dans le podcast. Il y en a beaucoup. Et on a la recherche aussi de femmes inspirantes avec qui échanger. On a parlé de la Mudawana, tu as beaucoup de féministes et de femmes qui alimentent les débats et qui contribuent aux échanges. Donc je pourrais, Nouza Scali notamment, une femme remarquable, ancienne ministre de la famille, un parcours extraordinaire d'ailleurs que j'ai interviewé dans l'un de mes podcasts. Une femme avec un franc-parler, une femme de poigne, qui ne mâche pas ses mots, une femme très inspirante et intéressante à rencontrer. Génial. Top. Voilà. Merci beaucoup, Leïla. C'était un magnifique épisode. J'ai passé un super bon moment, même avec la voiture qui a failli partir à la fourrière. Mais c'est bien, j'adore. Merci et bravo à toi, Dan, et à ton équipe pour ce beau concept. Il y a du boulot derrière. Merci Hamza, merci Inde. Merci très beau boulot. Merci de la Nouvelle Tribune aussi de rendre ça possible. Merci beaucoup, Leïla. Et bonne continuation. C'était un vrai kiff. C'était un vrai kiff. Merci pour tout. On va passer une bonne journée là. Également. Merci. Allez. À bientôt. À très vite.